L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Estelle Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors Estelle, vous êtes membre de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et aujourd'hui, on parle d'égalité femmes-hommes dans le monde du travail en Europe. Est-ce qu'on peut dire que la situation s'est vraiment améliorée ces dernières années, Estelle ? Alors, il faut partir d'un constat simple mais essentiel. Il y a des avancées réelles, mais les inégalités persistent toujours. Pour mesurer cette réalité, on dispose d'outils de référence, et notamment un au niveau européen, qui s'appelle l'indice d'égalité de genre, élaboré par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. D'après cet indice, en 2023, l'Union européenne avait dépassé pour la première fois la barre symbolique des 70 points sur 100. En 2025, il y a un recul, elle n'est plus qu'à 63,4 sur 100. La France, pour vous donner une approximation, est à 73,4. Il y a eu aussi un recul en 2025. Ça montre une chose très importante, c'est que les progrès ils sont jamais acquis et que l'égalité, c'est pas une trajectoire linéaire. Et même les pays les mieux classés restent encore loin d'une égalité réelle. Et si on regarde plus précisément dans le monde du travail, qui est notre sujet du jour, les écarts restent aussi très concrets. Le taux d'emploi des femmes dans l'Union européenne est de 66,2% contre 75,4% pour les hommes. En France, il y a un écart à peu près similaire avec 66,4% pour les femmes contre 71,6% pour les hommes. Autrement dit, les femmes travaillent moins souvent ou moins longtemps au cours de leur vie, ce qui a des conséquences directes sur leur carrière, leurs revenus ou leur retraite. Il y a aussi des inégalités salariales qui persistent, puisqu'en 2023, les femmes gagnaient environ 12% de moins que les hommes en Europe et environ 12,2% en France. Autre point clé, le temps partiel. En Europe, près de 28% des femmes travaillent en temps partiel contre seulement 8% des hommes. En France, c'est approximativement la même chose. Et ce temps partiel, pour les femmes, il est souvent contraint, il n'est pas choisi. C'est souvent dû aux responsabilités familiales. Et si l'on s'intéresse maintenant aux postes à responsabilité avec le plafond de verre, on voit que les chiffres sont aussi très parlants. À l'échelle de l'Union européenne, les femmes cadres représentent environ 36%. Donc on voit qu'elles sont quand même présentes dans les fonctions qualifiées. Mais dès qu'on monte dans les hiérarchies, la présence diminue. Elles ne sont plus que 27% des membres du conseil d'administration des grandes entreprises et seulement 17% des dirigeantes. Cela signifie que si les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes sur le marché du travail, elles restent pour autant largement sous-représentées dans les postes de pouvoir. En France, pour faire un comparatif, la situation est un peu différente selon les niveaux. Il y a aussi 36% des femmes cadres. Par contre, nous sommes le meilleur élève en Europe pour le nombre de pourcentage de femmes dans les conseils d'administration, puisque nous sommes à 44%. C'est notamment dû en fait à des politiques de quotas qui ont été mises en place par des lois en France. Mais dès qu'on revient au poste de direction, on retombe au même chiffre que l'Union européenne, 17%. Autrement dit, l'accès aux responsabilités progresse, mais ça reste encore très inégal. Et comme on l'a dit au tout début, tous ces éléments montrent une chose, c'est que l'égalité formelle, ça existe, mais que l'égalité réelle reste par contre incomplète, même au niveau européen. Estelle Blanc, face à ce constat, est-ce qu'il existe des initiatives concrètes au niveau européen pour améliorer la situation ? Alors oui, bien entendu que face à tous ces chiffres, l'Union européenne n'est pas restée sans rien faire et elle a notamment eu plusieurs initiatives et je vais vous en parler d'une qui s'appelle WeGate, ce qu'on appelle exactement European Gateway for Women Entrepreneurship. À l'origine, c'était juste une plateforme en ligne qui avait été lancée par la Commission européenne et qui proposait surtout des contenus inspirants, des liens utiles ou même des ressources vers d'autres structures d'accompagnement pour les femmes entrepreneuses. Mais aujourd'hui, WeGate a évolué. C'est devenu une association à but non lucratif avec une ambition beaucoup plus large, celle de soutenir concrètement les femmes entrepreneuses à l'échelle européenne. Concrètement, WeGate remplit 3 grandes fonctions. D'abord, c'est un centre d'information. On y trouve tout ce qu'il faut pour créer ou développer une entreprise, que ce soit des ressources pratiques ou des exemples de bonnes pratiques, des études de cas, mais aussi des témoignages des femmes entrepreneuses qui peuvent servir de modèle. Ensuite, c'est un point d'accès au réseau et aux dispositifs de soutien. La plateforme permet d'orienter vers des formations, des programmes de mentorat ou encore des réseaux professionnels, quel que soit au niveau local, national ou européen.
Et ce contenu, il est construit avec les acteurs du terrain, que ce soit les institutions, le réseau des femmes ou même les mentors. Enfin, WeGate est une plateforme de mise en relation. Les utilisatrices peuvent s'inscrire, échanger entre elles, trouver des partenaires, des mentors et intégrer une véritable communauté européenne pour l'entrepreneuriat féminin. L'idée au fond, c'est de ne pas laisser les femmes entreprendre seules, mais de leur donner un accès plus simple aux ressources, aux contacts et aux opportunités. Mais au-delà des institutions, est-ce que les entreprises elles-mêmes peuvent vraiment faire bouger les choses ? Bien entendu, les entreprises, elles jouent un rôle clé. On peut mettre autant de lois, autant d'initiatives qu'on veut. Si on ne fait que tirer les entreprises, ça ne va pas marcher. Elles doivent jouer un rôle actif dans tout ça. Et pour vous montrer un peu certains bons exemples d'entreprises qui ont voulu justement prendre en main cette question, je vais vous donner 3 exemples d'initiatives d'entreprises européennes. Donc pour commencer, 2 initiatives qui sont assez anciennes, mais dont on voit les résultats, et une dernière un peu plus récente. Pour commencer, en Finlande, celui d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Borenius, qui a été fondé en 1911, qui est spécialisé en droit des affaires et qui compte environ 200 employés au moment où il y a eu cette étude. Ce qui était intéressant dans ce cas, c'était que l'entreprise, elle a intégré l'égalité femmes-hommes et la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle directement dans sa stratégie des ressources humaines. Et c'était pas une mesure ponctuelle, mais ça a vraiment été un axe permanent de pilotage de l'entreprise. Le point de départ était assez clair, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait un taux de rotation élevé chez les jeunes collaborateurs et il y avait une sous-représentation des femmes au poste de direction. Du coup, le cabinet a lancé un projet interne fondé sur des questionnaires, des entretiens, des ateliers pour identifier ces freins à l'évolution des carrières féminines dans leur entreprise. Ce diagnostic a mis en évidence un besoin de fort soutien managérial et d'adaptation de l'organisation du travail. Et puis à la suite, plusieurs mesures ont été mises en place et qui ont été assez efficaces. Tout d'abord, les salariés en congé parental pouvaient, et seulement s'ils le souhaitaient, rester en contact régulier avec l'entreprise. Ça permet d'éviter un isolement professionnel et de faciliter le retour au travail. Ensuite, les horaires de réunion hebdomadaires ont été modifiés afin que les parents puissent, dans tous les cas, récupérer leurs enfants à l'école ou à la crèche. C'est un ajustement organisationnel minime, mais qui peut avoir un réel impact sur le quotidien. Et enfin, il y a une pièce qui était dédiée aux enfants et qui a été aménagée dans les locaux pour répondre en fait à des besoins ponctuels de garde. Et les résultats, ils ont été significatifs. Il y a eu une augmentation de nombre de femmes dans les postes de management. Il y a eu une diminution du taux de rotation des employés. Et il y a eu une troisième conséquence qu'ils n'avaient pas forcément prévue, mais une progression du recours au congé parental. Donc cet exemple, il montre qu'en matière d'égalité professionnelle, certaines avancées ne nécessitent pas toujours des investissements lourds, mais plutôt une volonté stratégique, une écoute des besoins réels avec une adaptation pragmatique de l'organisation du travail. Voici pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, on va aller en République tchèque, vers Skoda Auto, qui est une entreprise du groupe Volkswagen depuis 1991 et qui comptait au moins des faits, du coup, 24 000 employés. On sait l'industrie automobile reste historiquement très masculine. Et chez Skoda, les femmes représentaient environ 19% des effectifs. L'entreprise, elle a donc fait un choix stratégique intéressant. Elle a voulu agir à la fois sur le long terme, en développant le vivier de futures collaboratrices, et en interne, sur l'accès au poste de direction. Tout d'abord, sur le premier axe, Skoda s'est retrouvé face à une problématique, c'est que même s'il voulait plus de femmes dans l'entreprise, il y avait très peu de femmes qui candidataient. Donc ils ont voulu intervenir très tôt dans le parcours des jeunes filles pour essayer de les encourager à prendre les métiers techniques. Donc il y a 2 initiatives qui sont particulièrement emblématiques. Tout d'abord, les Engineering Days, qui s'adressaient plutôt aux filles de 10 à 12 ans pour développer de manière ludique l'intérêt à la technique et à l'ingénierie. Et les Girls Days, qui étaient plus pour les 13-15 ans, permettaient de visiter l'usine et le musée Skoda, tout en présentant concrètement les opportunités de carrière pour les femmes dans l'industrie automobile. L'objectif, il était clair, lutter contre les stéréotypes dès l'orientation scolaire pour élargir le vivier de talents féminins. Deuxièmement, ils ont aussi agi en interne où ils ont mis en place des mesures pour faciliter justement la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle en mettant des horaires plus flexibles, du télétravail, du soutien financier aux garderies et aussi un accès à la formation pendant le congé parental et encore une fois pour éviter les ruptures de carrière.
Enfin, concernant l'accès aux responsabilités, la direction a aussi mis des objectifs indicatifs. Donc, elle s'est fixé des cibles progressives de représentation féminine aux différents niveaux de management, avec l'idée que l'augmentation du nombre de femmes dirigeantes doit être le résultat d'une démarche à la suite systématique et durable. Donc, cet exemple, il montre qu'en matière d'égalité professionnelle, et notamment dans les secteurs très masculinisés, il est peut-être aussi essentiel d'agir sur l'attractivité du métier et un peu plus tôt, du coup, dans les parcours des personnes. Et enfin, pour finir, sur un exemple encore dans le milieu automobile, pour Volvo en Suède, donc qui est un groupe qui faisait des camions et des voitures. Et donc, chez eux, ils ont décidé de faire un choix assez fort, puisqu'ils ont considéré cette égalité femmes-hommes, non pas comme une obligation réglementaire, mais comme un levier stratégique de transformation industrielle. Donc, ils sont partis sur quatre axes importants. Le premier, c'est que Volvo a décidé de proposer à l'ensemble de ses 40 000 salariés dans le monde un congé parental de 6 mois, rémunéré à 80%, qui est utilisable sur les 3 premières années de l'enfant. Cette mesure est accessible après 1 an d'ancienneté et vise à favoriser un véritable partage des responsabilités parentales et à limiter l'impact de la maternité sur les carrières des femmes. Donc, c'est une initiative qui se sont inspirées des institutions, par contre, suédoises qui donnaient déjà un congé parental assez important, mais ils ont décidé de l'élargir, en fait, à tous leurs employés dans le monde entier. Deuxième axe, c'est qu'ils ont essayé de aussi faire des objectifs chiffrés assez ambitieux, où le groupe s'est fixé 35% des femmes d'ici 2030 à tous les niveaux et 34% dans le top management. Troisième dimension, par rapport au recrutement et à la progression de la carrière, ils sont décidés de former les recruteurs au biais inconscient pour éviter de partir sur des stéréotypes. Les offres aussi sont rédigées de manière inclusive. Et lorsque cela est possible, donc s'il y a suffisamment de candidatures d'hommes et de femmes, ils vont faire des shortlists comportant autant de femmes que d'hommes. Le groupe déploie aussi des programmes de leadership et un réseau interne qui s'appelle WIN pour Women Inclusive Network, qui est ouvert à toutes les femmes dans l'entreprise. Et enfin, Volvo a voulu aussi agir concrètement sur l'environnement de travail, où ils ont aussi réfléchi à faire des partenariats avec des écoles pour encourager justement les jeunes filles à se tourner vers les métiers techniques. Mais ils ont essayé aussi d'être attractifs en faisant une adaptation ergonomique des postes, de prévoir des vêtements professionnels conçus pour les femmes et notamment à Lyon aussi, ils ont installé une salle d'allaitement et ont mis en place plusieurs dispositifs de soutien à la parentalité. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que Volvo, il assume une position claire où pour lui la diversité c'est pas un slogan, mais un avantage compétitif. Une entreprise plus diverse prend de meilleures décisions, va donc innover davantage et donc renforce sa performance. Donc les inégalités, elles existent, les entreprises, elles peuvent appuyer dessus et c'est vraiment important de garder l'idée que l'égalité homme-femme, ce n'est pas une question seulement de justice sociale, mais c'est un véritable enjeu économique, de performance et d'innovation pour les entreprises. Merci Estelle Blanc pour ces informations si intéressantes. On va maintenant parler de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne avec une actualité, plusieurs rendez-vous. Par exemple, demain, le mardi 28 avril, il y a une conférence un petit peu en dehors du Lot-et-Garonne, mais on peut peut-être quand même l'annoncer. Oui, on peut nous retrouver pour une conférence qui s'appellera Italia, tradition, art de vivre et curiosité, pour un peu découvrir du coup l'Italie à Bergerac, à la Maison des associations. Le mardi 28 avril à 17h. L'entrée est gratuite. Et puis le jeudi 30 avril à partir de 19h au Blue Fox Coffee d'Agen, ce sont les Eurogames. C'est gratuit aussi, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, vous pouvez venir jouer à des jeux de société, des jeux qui sont des fois même de pays étrangers, dans une autre langue, alors en fonction du nombre de personnes et des langues voulues. Ça pourrait être en anglais, en espagnol, en italien, etc. Et donc, l'inscription est conseillée. Alors, on va donner le numéro de téléphone du Blue Fox Coffee. C'est le 06 95 04 83 81.
11. Et puis, on peut aussi déjà donner la date du mercredi 6 mai. À partir de 13h30, il est prévu un après-midi dédié à la culture vélo. Cet événement s'appelle l'Europe ça roule, c'est bien ça? C'est ça, vous pouvez nous retrouver du coup à la prairie du Pont-Canal pour faire une balade à vélo et il y aura aussi un éco-village inclusif avec des animations, ateliers, stands des partenaires avec des jeux, sarbacane, réparation de vélos, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver à partir du mercredi 6 mai ou 13h30 à la prairie du Pont-Canal. À Agen, un après-midi qu'on peut passer en famille puisqu'il y en a pour petits et grands. Eh bien, merci beaucoup Estelle Blanc. Je le rappelle, vous êtes membre de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et bien sûr, si on souhaite en savoir plus sur la Maison de l'Europe, eh bien, on peut consulter le site internet www.maisoneurope47.eu. Merci Estelle. Merci à vous. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.